Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h et c'est l'heure du journal sur la télévision Futur Média. De grands titres dans cette édition. En ce mercredi 23 avril 2025, le Conseil constitutionnel rejette la loi interprétative dite Amadouba numéro 2, la loi 08-2025 adoptée par l'Assemblée nationale le 2 avril dernier est contraire à la Constitution selon les sages du Conseil constitutionnel. Les détails dans ce journal. Et puis l'autre grande ligne de cette édition, 5 anciens ministres du régime sortant en route vers la Haute Cour de justice. La conférence des présidents s'est réunie ce mercredi à l'Assemblée nationale. Leurs dossiers seront examinés par la Commission des lois le 2 mai prochain avant une plénière décisive 6 jours après, soit le 8 mai 2025. Dans un instant, le développement. Comme annoncé en titre, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution la loi 08-2025 adoptée par l'Assemblée nationale le 2 avril dernier. Ainsi, la loi interprétative déposée par le député Amadouba est rejetée suite à la saisine du Conseil par l'opposition. Mamadou Fall nous en dit plus. Le Conseil constitutionnel rejette la loi numéro 08-2025 adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 avril. Les sages ont estimé que la loi est contraire à la Constitution. Composée actuellement de 6 à 5 membres, le Conseil parle de quorum atteint prévu par l'article 23 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relativement au Conseil constitutionnel est atteint, donc peut délibérer et statuer. Ce qui confirme la compétence du Conseil constitutionnel pour contrôler la conformité de la loi numéro 08-2025. Le Conseil constitutionnel s'est appuyé sur le recours introduit conformément aux dispositions des articles 74 de la Constitution et 16 de la loi organique numéro 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel pour évoquer la recevabilité de la requête. Sur la conformité de la Constitution de l'alinéa 1er de l'article de la loi attaquée, le Conseil a mis plusieurs considérants. Dans ce chapitre, les considérants 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 semblent donner motivation à la haute juridiction de rejeter la loi interprétative. Dans le considérant 19, le Conseil explique qu'une loi est considérée comme interprétative lorsqu'elle se borne à expliquer le sens d'un texte antérieur dont la signification était obscure ou ambiguë sans poser une règle nouvelle. Dans le considérant 20, il est bien mentionné que la loi portant amnistie ne présentait aucune ambiguïté en ce qu'elle incluait dans son champ d'application pour les avoir expressément cités les faits se rapportant à des manifestations et ce indifféremment de l'existence d'un lien avec l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique. Pour le Conseil constitutionnel, la loi déférée en tant que telle restreint le champ d'application de la loi portant amnistie en incluant des faits que celle-ci couvre et modifie substantiellement cette dernière. Le Conseil constitutionnel n'a relevé aucun motif d'inconstitutionnalité de la loi attaquée. Il rejette ainsi la loi numéro 08-2025 adoptée par l'Assemblée nationale en sa séance du 2 avril 2025 qu'il juge contraire à la Constitution. Mamadou Fall, plus de détails en fin d'édition avec l'invité de ce 20h. Il s'agit de l'honorable député Amadouba, initiateur de la loi. Parlons des 5 anciens ministres du régime Macky Sall qui pourraient être traduits devant la Haute Cour de justice. Une première depuis Mamadou Dia en 1965 et Idrissa Seck en 2005. La Commission des lois de l'Assemblée nationale va examiner leur dossier le 2 mai prochain avant une plénière décisive prévue le 8 mai. En parallèle, une commission ad hoc sera mise en place le 25 avril pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire des députés Salimata Diop et Moustapha Diop. Iboukan nous fait le point. L'étau se resserre autour de 5 anciens ministres du régime de Macky Sall. Il s'agit de Moustapha Diop, Mansour Faye, Aïssatou Sophie Gladima, Ismaïla Madior Fall et Salimata Diop, tous cités dans une lettre officielle adressée par le garde des Sceaux à l'Assemblée nationale.
La procédure relative à leur mise en accusation devant la Haute Cour de justice s'accélère. La commission des lois de l'Assemblée nationale se réunira le vendredi 2 mai à 15 h pour examiner le cas des anciens ministres cités avant une plénière décisive prévue le jeudi 8 mai prochain. Concernant la lettre du ministre de la Justice pour la levée de l'immunité parlementaire des députés Salimata Diop et Moustapha Diop, une commission ad hoc sera mise en place le vendredi 25 avril à 10 h, préalablement à leur mise en accusation et conformément à l'article 52 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Une fois la commission ad hoc installée, une plénière de ratification se tiendra le 28 avril à 10 h, avant celle prévue le 2 mai à 10 h pour la levée de leur immunité parlementaire. Ibrahima Kane, toujours avec la reddition des comptes avec les fonds Covid-19. Certains artistes dénoncent des malversations notées dans les fonds destinés aux acteurs culturels. Ils réclament justice. Écoutons à ce propos Jules Gueye, des propos recueillis par Fatima Touré et Modou Diop. Remarqué qu'il y a eu pas mal de malversations. Et nous tenons quand même à dénoncer, mais aussi à soutenir la machine judiciaire qui est actuellement en marche, parce que les artistes ont été enfermés durant des mois. Durant des mois, les artistes n'ont pas travaillé, ce n'est pas des salariés. Ils comptaient beaucoup sur cet argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins, payer leur loyer, les scolarités de leurs enfants, et malheureusement, ils ont reçu une somme insignifiante par rapport à ce qui a été dessiné pour quand même cette période un peu difficile. Donc, pour nous, on est pour que justice soit faite et que les coupables soient vraiment traduits devant la justice. Il y a eu des audits qui ont été faits. Ces audits, c'est concernant, il y a la Cour des comptes que nous avons eu ces temps-ci, mais aussi il y a la commission permanente de contrôle qui avait fait une audit. Mais cette audit, jusqu'à présent, on ne l'a pas. Parce que ce que nous souhaitons et ce que nous disons souvent, nous disons que la SODAV doit être une maison vraiment accessible aux artistes. Que ce soit la SODAV, que ce soit le ministère de la Culture, ça doit être des maisons en verre, des maisons où chacun peut s'y retrouver et savoir ce qui se passe. Rencontre officielle des ambassadeurs de la paix et la signature de la charte des acteurs civils pour la consolidation de la paix tenue ce matin et organisée par le COSC, l'ONG 3D et le GRADEC, entre autres objectifs, discuter des axes stratégiques pour une intervention efficace et coordonnée et définir les stratégies de communication et de plaidoyer. Voici les avis et opinions de quelques ambassadeurs de la paix présents à la rencontre, interrogés par Dissa Prera et Alun Diagne. Maintenant de voir que la société civile sénégalaise, tous les acteurs se réveillent sur ce que le Sénégal a de mieux. La principale ressource du Sénégal, l'offre unique de vente du Sénégal, si on était en marketing commercial, c'est la paix. Ce qui dissocie, ce qui différencie le Sénégal par rapport aux autres pays d'Afrique, c'est sa paix. On se souvient, toutes les obédiences sénégalaises ont choisi la paix face à la violence. Mais ce sont les politiques qui ne l'ont pas compris. C'est la société civile qui ne l'avait pas compris. Si aujourd'hui les acteurs le comprennent et s'organisent autour, c'est qu'aujourd'hui le Sénégal est en train de reprendre son chemin. Pour moi, signer une convention de la paix, avoir des ambassadeurs de la paix, le plus important c'est que nous soyons des djihadistes, que nous soyons des porteurs de la paix. La paix n'est jamais un acquis définitif. Il faut toujours travailler à la conserver, à la consolider et à la promouvoir. Et je pense que le fait de mettre en place ce dispositif-là, composé à la fois d'ambassadeurs et d'autres éléments pour consolider la paix et de les engager à travers une charte, je pense que cela ne peut être qu'encouragé. Maintenant, aujourd'hui, il s'agit de dire qu'est-ce que nous avons fait avec notre paix. Et je pense que les sources, les problèmes que nous avons connus, ne sont que les conséquences d'une mauvaise utilisation de la situation de paix que nous avons eue depuis les indépendances. L'exercice consiste à voir quelles sont les zones de tension, quels sont les axes stratégiques où il faut intervenir
Quand tu prends le secteur du bâtiment, quand tu prends le secteur minier, quand tu prends le secteur gazier, quand tu prends le secteur de la pêche, partout, parfois il y a des conflits. Et au-delà des ambassadeurs au niveau national, il y aura des relais au niveau local qui vont identifier les zones pour les conflits potentiels, pour les faire remonter afin que les ambassadeurs puissent... Il y a 30 relais au niveau de chaque département donc, qui vont jouer un rôle d'identification des conflits. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons noué un partenariat avec le Haut Conseil du dialogue social pour qu'ensemble aussi nous puissions travailler ensemble. On va le faire avec le médiateur de la République. In fine, c'est arriver à ce que notre vivre ensemble soit consolidé, arriver ensemble, arriver à ce que aussi l'espace public soit beaucoup plus pacifié. Quels sont les grands motifs de cette charte? Parlons à présent des funérailles du pape François. Ce matin, la dépouille du souverain pontife a été transférée à la basilique Saint-Pierre où fidèles et chefs d'État du monde entier sont attendus pour lui rendre un dernier hommage. Un moment solennel qui marque la fin d'une ère et le début d'un nouveau chapitre pour l'Église catholique. Envoyé spécial à Rome, Augustin Faye. Ce matin, la dépouille du souverain pontife a été transférée à la basilique Saint-Pierre, dans le silence solennel d'une ville suspendue. Sous un ciel chargé de gravité, les cloches de Rome ont résonné longuement, annonçant à la chrétienté entière que le pasteur des âmes avait achevé sa route terrestre. Dans les rues bordant le Vatican, une foule recueillie s'est amassée dès l'aube, visages tirés, mains jointes, regards tournés vers l'immense coupole de la basilique. Les fidèles sont venus des 4 coins du monde, portés par un besoin viscéral d'accompagner une dernière fois celui qu'ils appelaient Saint-Père. Le cortège funèbre a traversé la place Saint-Pierre dans un silence presque irréel, seulement troublé par les pas des gardes suisses et les prières murmurées. Drapé aux couleurs du Vatican, le cercueil de bois sobre a été porté à bout de bras par les membres de la garde pontificale, précédé par une procession de cardinaux en rouge et blanc, visiblement émus. À l'intérieur de la basilique baignée d'une lumière dorée filtrant à travers les vitraux, le corps du souverain pontife a été placé au pied du maître-autel, sous le regard impassible de la piété de Michel-Ange. Là, il reposera pour quelques jours, exposé à la vénération des fidèles et des chefs d'État attendus pour lui rendre hommage. Ce moment marque bien plus qu'un simple adieu. Il scelle la fin d'une ère, celle d'un pontificat qui aura traversé les épreuves de son temps avec humanité, foi et parfois controverse. Les drapeaux en berne, les cloches endeuillées, les cierges vacillants sont les témoins muets d'un changement profond. Un nouveau chapitre s'ouvrira bientôt pour l'Église catholique avec l'ombre d'un conclave à l'horizon. Mais pour l'heure, le monde s'incline, l'Église fait mémoire et Rome, le cœur battant du catholicisme, pleure son pasteur dans un silence qui parle d'éternité. Augustin Faye, toujours avec le rappel à Dieu du pape François. Serigne Mamor Mbacké parle d'une grande perte pour la communauté chrétienne. Pour avoir rencontré le pape François au Vatican, Serigne Mamor Mbacké a rendu un vibrant hommage à ce pape humaniste. Dans nos prochaines éditions, vous pourrez suivre les propos de Serigne Mamor Mbacké recueillis par Pape Balla Gaye et Talla Samb. Tout à fait autre chose, et vous avez dû probablement suivre sur les réseaux sociaux cette course folle de 2 camions sur la route de Rufisque. Eh bien, les 2 chauffeurs sont entre les mains de la gendarmerie. Retour sur les lieux et sur les faits avec ce reportage signé Habib Faye. Cette course sans merci a eu ses conséquences sur la route. Les 2 chauffeurs des camions gros porteurs sont entre les mains de la gendarmerie.
Des actes d'indiscipline qui pourraient leur coûter leur vie, estiment ces conducteurs trouvés sur la route d'Ayarach. Samba Dramé est prêt à rallier Bamako cette nuit. C'est à cause de ces genres de personnes qu'on taxe surtout les chauffeurs de camions d'être des chauffards. Ils ont sali notre image. Des gens responsables et respectueux ne feraient jamais ce genre de choses. Nous avons vu les vidéos. Des coups de volant volontaires en pleine route nationale ont causé cet accident. C'est vraiment un acte criminel. J'ai bien vu les vidéos, c'est un acte que je condamne. Tous les chauffeurs de camions le déplorent. Heureusement qu'il existe des conducteurs responsables. Je conseille vivement aux chauffeurs de conduire prudemment pour éviter les problèmes sur la route. Ils invitent les autorités à prendre des mesures coercitives. La justice doit faire son travail. Ce genre de comportement ne doit pas rester impuni. Le djubal djubanti doit être de rigueur dans ce pays. Toutefois, il les invite à plus de prudence sur la route. Les chauffeurs ont la responsabilité de conduire prudemment. Quand on quitte sa maison pour le travail, on espère retrouver tranquillement sa famille le soir. Chacun doit y mettre un peu du sien pour éviter cette situation. Non, vraiment, on n'accepte pas ce genre de comportement, peu importe ce qui s'est passé entre eux. Ils se devaient garder leur calme et se concentrer sur leur travail. C'est vraiment honteux. Il est temps de changer les mentalités. Ces comportements participent à la dégradation de la route selon certains, mais de telles conduites doivent être bannies au Sénégal, avance-t-il. Habib Faye, environ 5000 accidents sont notés chaque année au Sénégal avec à la clé 700 décès. C'est en tout cas ce qui ressort de l'atelier de sensibilisation de l'ANASER au profit des journalistes. L'ANASER qui compte sur nos confrères journalistes pour sensibiliser la population. Atoumane Sy est le directeur général de l'ANASER. Ses propos sont recueillis par Amadouba. Selon les statistiques dont nous disposons, donc, on parle de 5000 accidents par an. Donc ça, ce sont les chiffres qui nous proviennent de la gendarmerie. Et concernant le nombre de décès, donc, nous avons en moyenne 745 décès par an. Donc c'est soit 2 décès par jour. Donc c'est beaucoup. Donc c'est considéré quand même comme un problème de santé publique dans notre pays. Le Sénégal donc, a mené beaucoup d'actions pour essayer de sensibiliser les usages de la route, pour adopter de bons comportements sur nos routes. Bon, c'est sûr et certain que moi, personnellement, avec le recul, je pense qu'il faudrait renforcer le contrôle et la sanction. Parce que quand on parle de sensibilisation, on en a tellement parlé depuis des décennies. La sensibilisation, l'information, la formation, on en a tellement fait. Mais maintenant, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait des dispositifs beaucoup plus rigoureux par rapport au contrôle et la sanction. Et je pense qu'on est là-dessus. Donc le gouvernement du Sénégal est sur le bon chemin pour essayer de mettre en place des dispositifs. Et au passage, d'ailleurs, je salue nos forces de défense et de sécurité, que ce soit la police et la gendarmerie, qui sont en train de faire des efforts considérables sur nos routes. Donc sans eux, donc, vous savez qu'on aurait pu avoir quand même beaucoup d'actes d'incivisme et des infractions qui entraînent des accidents. Parlons de tout à fait autre chose. Les jeunes diplômés des centres agricoles du Sénégal tirent la sonnette d'alarme sur leurs conditions de formation et d'insertion, bourses dérisoires, infrastructures délabrées et manque de terres cultivables freinent leur élan. Face à cette situation préoccupante, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté et de l'Élevage, lors de la journée de partage et d'insertion des jeunes, tente de rassurer. Écoutons Mabouba Diagne. Il y a des choses que moi je peux prendre, des décisions que je peux prendre tout de suite, à savoir l'accompagnement en intrant, et les organiser en coopérative agricole communautaire qui vont être des investissements. Ça, je peux faire à travers les projets et programmes que je maîtrise. On va organiser une réunion technique, plus technique, entre les diplômés et mon ministère pour maintenant aller dans les détails. Y compris formuler des requêtes à l'endroit du ministère de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la primature et aussi du ministère des Finances et du Budget
pour voir comment adresser ces requêtes. D'abord, nous souhaiterions organiser une réunion technique entre BFPA, BFPE et les chefs de centre pour identifier les besoins en accompagnement pour mieux exploiter les assiettes foncières qui existent dans ces établissements. Aujourd'hui, quand je vois l'ensemble de ces écoles-là, les périmètres, les exploitations, les périmètres que l'on peut cultiver, non seulement pour générer des revenus additionnels pour l'école, et même aller jusqu'à créer des coopératives, organiser ces écoles de formation en coopératives agricoles communautaires, ça va permettre à ces écoles de générer des revenus additionnels pour faire des investissements. La communauté rurale d'Adéane souffre. Cette localité située à 35 km de Ziguinchor n'a qu'un poste de santé très vétuste, pas d'ambulance pour les évacuations sanitaires. Reportage signé à Adéane, Fatou Bintou Conté. Adéane, une localité située à 35 km de Ziguinchor qui compte une population de plus de 6 000 habitants pour un seul poste de santé. Le poste même se trouve dans le village d'Adéane. Le poste polarise deux villages, en l'occurrence le village d'Adéane et celui de Tambacounda. Celui de Tambacounda, nous avons une case de santé qui est là-bas, qui est sous notre responsabilité. Là où nous menons tout le temps des activités de vaccination de PF, mais également de consultation primaire curative. Dans ce poste, nous avons une population de 6 146 habitants pour 2025. Dans cette communauté rurale, le taux de planification familiale a atteint les 75% et les accouchements à domicile se font de plus en plus rares. Au début, nous avons constaté une réticence des populations par rapport à ce qui concerne cette méthode. Parce qu'ils n'avaient pas compris que les gens pensaient que quand on fait une planification familiale, c'est pour empêcher aux maris d'avoir beaucoup d'enfants. Et nous leur avons fait comprendre que ce n'est pas le cas, puisque nous parlons tous la même langue que ces derniers-là. On leur a expliqué les avantages. Après beaucoup d'efforts fournis par les relais, en l'occurrence les VAD avec les Badjengo, les causeries, les dialogues communautaires que nous organisons ici, les mobilisations sociales, ça a beaucoup impulsé. Ça a fait que tout le monde a adhéré. Et maintenant, cet avantage, les pères de famille l'ont ressenti. Seulement, le seul poste de santé de la localité souffre de nombreux problèmes. Une ambulance qui ne fonctionne plus, les locaux en eux-mêmes sont vétustes et étroites. Un cri de cœur de l'ICP, l'infirmier chef de poste. Vous avez vu, on n'a pas d'ambulance. Nous sommes à 34-35 km du district sanitaire de Ziguinchor. Pour faire des évacuations, on n'a pas d'ambulance. L'ambulance là que vous voyez, c'est les amis de la Casamance qui l'ont remis. Ça fait plus de 10 ans. L'ambulance que Doudouka avait remis du temps, elle est tombée en panne. Quand il y a une urgence ici et qu'on n'a pas de véhicule, je suis obligé de prendre mon propre véhicule pour l'amener. Ou bien de mettre les malades dans les clandos pour les amener. Les agents de la santé de cette localité lancent un appel à l'État pour leur venir en aide face à la situation de leurs structures sanitaires. Pour boucler cette édition, allons en Côte d'Ivoire. Radier des listes électorales en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam monte au créneau. L'ancien patron du Crédit Suisse, désormais figure politique en vue, dénonce une décision injuste, injustifiée et incompréhensible. Une sortie ferme qui relance le débat sur la transparence du processus électoral à l'approche des scrutins décisifs de 2025. Tidjane Thiam, que je vous propose d'écouter. On vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Pendant longtemps, on a essayé de faire croire qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment, montre que les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché, et que malgré tout je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés.
dans des périodes pré- ou post-électorales. Et je crains qu'une fois de plus, nous soyons au bord d'une crise. C'était l'essentiel de l'information en ce mercredi 23 avril 2025. Merci de nous avoir reçus chez vous. Restez avec nous. L'invité de ce 20h, comme je vous l'avais annoncé, l'honorable député Amadou Ba. Et puis, tout à l'heure, dans Fram Faké, vous aurez Chérif Dia qui reçoit l'ancien ministre Mansour Faye. Merci, bonsoir. C'était le journal.